Eh bien, finalement, elle a choisi de marier. Bonjour et bienvenue à C'est ma tournée, l'émission estivale sur les attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Moi, c'est Vincent et je serai accompagné de mes collègues de la télé du Haut-du-Lac afin de vous faire découvrir nos joyaux dans le nord du lac Saint-Jean. Donc, embarquez avec moi, on part maintenant. On vient tout juste d'arriver au musée Louis-Aymon. Et ce que vous voyez derrière moi, eh bien, ça va changer dans les mois qui suivent, puisque le musée est en plein processus de redéploiement et de déménagement de ses expositions et de l'ensemble de ses installations. On s'en va rencontrer Mme Julie Bonenfant, qui est directrice générale du musée Louis-Aymon, afin qu'elle nous parle justement de ce processus. Et on va également rencontrer M. Richard Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, M. Pagé. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Grand plaisir. De nous accueillir ici au musée Louis-Aymon. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. C'est un projet fabuleux que j'aimerais que vous me parliez justement, qui est celui d'Espace Péribonka, oui. Qui est un projet un peu multifonctionnel dans lequel vous allez intégrer le musée, oui. des services municipaux et évidemment l'église de Péribonka. Tout à fait. Parlez-moi un peu d'Espace Péribonka. Avec plaisir. Il y a 6 ou 7 ans ou 8 ans maintenant, les années passent rapidement, certaines personnes voyaient une possibilité de faire une espèce de mélange de toutes ces choses-là. Je souligne au passage l'excellent travail de Carole Richer, de la MRC Maria-Chapdelaine, oui. Qui, elle, a cru à cette idée-là. Premièrement, il est arrivé des subventions pour les casernes de pompiers. Oui. Il y avait 50% à l'époque où j'étais maire de Dolbeau-Mistassini, on en a profité aussi. Alors, ils ont dit, ce serait parfait, on va pouvoir changer notre caserne parce que la caserne n'était pas convenable, les espaces n'étaient pas suffisants pour la sécurité des employés, etc. Donc, on va avoir une subvention. Puis l'autre, il dit, mais si on fait ça, on enlève l'hôtel de ville. Où est-ce qu'on fait l'hôtel de ville? Là, on a un petit problème. Fait que c'est là que le bâtiment qui est de la même volumétrie est imaginé. Après ça, le musée, qu'est-ce qu'on fait? Le musée, il vient se joindre au projet. Le projet est comme en route. Et puis, la paroisse Saint-Édouard de Péribonka, qui malheureusement connaît aussi une baisse de fréquentation. Comme la plupart des paroisses. Comme la plupart des paroisses au Québec. Alors, comment faire pour sauver l'Église? Se réinventer. Alors, l'Église va devenir le nouveau lieu où le musée sera situé. Et puis, il est regroupé dans un complexe, que vous avez quelques images. Oui. Il est joint par un couloir de verre qui va nous permettre de voir la maison Samuel Bédard, qui, si vous avez remarqué quand vous êtes venu tout à l'heure, peut-être en automobile, c'est vitré, ce qui nous permet de voir à partir de la rue la maison Samuel Bédard. Le périmètre qui va être conçu avec ces bâtiments-là, comme on peut voir ici, l'église, l'édifice municipal, ainsi que la maison Samuel Bédard et l'espace commun, va créer une cour, va créer une chose intérieure. Il va y avoir ici aussi des terrasses végétales. La bibliothèque va être regroupée au-dessus du bâtiment. Alors, on a encore des discussions par rapport à comment qu'on va l'appeler. On a pas mal d'idées, mais on vous garde ça pour un autre moment. Donc, pour Péribonka, le musée Louis-Aymon, où cet aménagement-là d'espace Péribonka va créer une dynamique extraordinaire. Les gens qui y ont cru, moi-même à l'époque, j'étais à la MRC, Maria-Chapdelaine, et déjà on discutait de ce projet-là. Je vous avouerai qu'il y en avait plusieurs qui étaient sceptiques, en disant, mais comment est-ce qu'on peut faire tout un mélange de ça? Alors, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Culture et des Communications, tout ça ensemble, comme le disait la ministre Laforêt, c'est un projet hybride qui, s'il arrive à terme, va nous permettre probablement d'exporter ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui, la préservation des bâtiments comme les églises, les édifices municipaux, etc., les casernes de pompiers, aujourd'hui, on ne peut plus blaguer avec ça. Ça prend des bons équipements. Fait que c'est là qu'est arrivé toute cette merveilleuse affaire-là. Guylaine Proulx, qui est arrivé au conseil de ville dans ces affaires-là, qui aujourd'hui est la responsable un peu de toutes ces choses-là, a mis beaucoup d'emphase, connaissait bien Carole Richer, ils ont travaillé ensemble. Et là, les différents maires et préfets, etc., ça s'est discuté. Et voilà, on arrive à l'accomplissement presque. Vous avez vu, le bâtiment est pas mal avancé. Le déménagement, lui, va arriver subséquemment, un petit peu plus tard. Et un coup qu'on sera regroupé dans cet ensemble-là, écoute, moi, je suis un homme optimiste en général. Je pense qu'il va y avoir même une certaine augmentation de la population.
Ben oui. Parce que c'est un milieu de vie agréable. Le coup d'œil va être fantastique. Le camping à proximité qui est géré par la COSEP va pouvoir justement envoyer des clients. Oui. Les gens de la marina, un petit peu la même chose. Parce que lorsque tu arrives en bateau de Roberval ou de Saint-Félicien ou de peu importe, ben c'est intéressant, on va aller visiter le musée. Fait qu'il va être à proximité, il y aura des collections, il va y avoir évidemment toutes sortes de choses là, qui s'en viennent. Ils ont très hâte, je pense, de voir le résultat. Moi aussi d'ailleurs. Ben oui, puis nous aussi. On a hâte de vous inviter à l'ouverture. Merci beaucoup, M. Hébert. Ça fait plaisir, M. Berger. Puis on espère se revoir là, très bientôt. Bientôt, merci. Bonjour, Madame Bonenfant Boisclair. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans le musée Louis Ça Aymon. me fait plaisir. Donc, avant de venir ici, on s'était parlé un petit peu, on avait parlé justement du processus de déménagement. On en a parlé avec M. Hébert tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui va être accessible pour les gens lors de la visite? Dans le fond, la programmation du musée, elle est toujours basée sur sa mission. Puis la mission du musée Louis Aymon, c'est de préserver et transmettre aux générations futures la quête de Louis Aymon. Donc, toute son aventure, tout son processus de création, qui il était, son œuvre et tout son corpus littéraire, si vous voulez. Ensuite, on a aussi un autre volet par rapport à la valorisation du territoire du pays de Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le roman, on parle beaucoup du lac Saint-Jean. Donc, on parle dans nos activités à travers notre programmation du développement territorial, entre autres, de l'époque de la colonisation du lac Saint-Jean. Puis, le dernier volet, c'est d'être un lieu d'échange et de création qui privilégie l'oralité, l'écriture et la lecture en expression française. Donc, tout ça, en fait, ça se traduit à travers une programmation variée, des expositions, évidemment, expositions permanentes qui va être renouvelée. Donc, actuellement, on se trouve dans notre exposition actuelle qui s'appelle Maria-Chapdelaine, Vérité et mensonge, qui est ici au musée depuis quand même quelques années. C'est une création de Michel-Marc Bouchard. Ensuite, vous avez aussi des expositions temporaires qui vont, elles, varier d'une année à l'autre selon les possibilités, selon les occasions. Exactement. Puis aussi, on en accueille donc qui sont itinérantes, qui ont été créées par d'autres musées. Mais il faut toujours que ça ait un lien avec notre mission, donc sous 3 volets. Au-delà des expositions, on a vraiment une programmation très, très variée avec énormément d'activités qui peuvent être, par exemple, des événements ponctuels, des animations théâtrales, des animations jeunesse, un programme éducatif qu'on offre depuis plusieurs années qui est mis à jour 2 fois par an pour vraiment correspondre aux exigences et aux besoins des écoles. Ensuite, vous avez aussi toutes les activités de médiation culturelle, entre autres au niveau des œuvres d'art. Et dans la prochaine mouture du musée, donc dans son projet de redéploiement, entre autres, on va faire des visites de nos réserves muséales, de nos entrepôts muséaux. Donc, on a en fait des trésors cachés parce que le musée, comme M. Hébert vous l'a mentionné, a beaucoup évolué. Oui. Au fil des années, a été fondé au départ sous le nom Maria-Chapdelaine, Musée Maria-Chapdelaine en 1938, mais il y a eu plusieurs étapes dans les années 70, puis dans les années 80, comme le mentionnait M. Hébert. Et justement, dans les années 80, au niveau des collections, en fait, le conseil d'administration de l'époque avait décidé de créer une collection permanente pour sensibiliser et rendre accessibles les beaux-arts aux gens du lac Saint-Jean. Donc là, on a dans nos collections près de 2800 objets. Oui, 2800. Et là-dessus, en fait, vous avez beaucoup d'objets de tous les jours, d'objets usuels en fait, là, qui datent de la période de colonisation, qu'on retrouve généralement dans la maison Samuel Bédard. Donc, ça permet de matérialiser le mode de vie qu'avaient les colons à l'époque où se déroule l'histoire Maria-Chapdelaine, puis de témoigner justement de notre passé, de notre histoire collective. Par contre, on a aussi près de 1500 tableaux. Et c'est des tableaux qui sont très variables, très variés. Donc, les artistes peuvent être des artistes régionaux, mettre en valeur des paysages, des événements régionaux. C'est d'ailleurs ce qu'on va privilégier maintenant lorsqu'on fait des nouvelles acquisitions. Ou sinon des œuvres qui représentent Maria-Chapdelaine ou Louis Aymon, donc l'univers, disons, justement de la quête de Louis Aymon. Mais à l'époque, en fait, c'était vraiment plus large. Donc, on a par exemple des œuvres de Picasso, de Dali, de Cosgrove. On a vraiment des tableaux extrêmement, comme je vous dis, variés sur des sujets extrêmement variés, puis de grands maîtres d'un peu partout à travers le monde. Et malheureusement, comme je vous disais, nos activités, il faut que ce soit en lien avec notre mission, notre programmation. Et cette mission-là a évolué. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'œuvres qu'on n'est pas nécessairement en mesure de mettre en valeur dans nos expositions donc annuelles.
ou permanentes. Ce qui est intéressant dans la visite des réserves ou des entrepôts muséals, c'est justement de donner accès aux gens, dans le fond, à l'envers du décor. Oui. Parce que là, il faut les diffuser, il faut les mettre en valeur, ces œuvres-là, il ne faut pas seulement les conserver. Le musée, dans le fond, on a un mandat de conservation, oui, qu'on déploie à travers justement la collection d'objets, mais aussi à travers le bâtiment patrimonial classé, la Maison Samuel Bédard. Puis aussi, on a une mission de diffusion. Donc, ça veut dire de rendre accessible justement tout ça, ce savoir-là et ces objets muséaux-là, et aussi une mission d'éducation. Une nouveauté cet été qui nous vient tout droit de Normandin, c'est la boutique Bilodeau qui offre une nouvelle expérience multisensorielle à ses visiteurs. La boutique, qui est déjà bien ancrée dans le paysage économique de la municipalité, attire les visiteurs avec cette nouvelle exposition qui présente des animaux naturalisés qui sont fabriqués ici à la boutique de Normandin. Donc on se retrouve avec M. Étienne Girard. M. Girard, merci de nous accueillir à l'entreprise Bilodeau. Par quoi qu'on commence? Bien, premièrement, c'est un grand plaisir de vous accueillir chez nous. On commence par quoi? Bien, on commence par la Bilodeau Boutique de Normandin. Bilodeau Boutique, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des produits qui sont confectionnés chez Bilodeau Canada. Donc, on parle de nos bottes, nos mitaines, nos chapeaux, nos pantoufles, en fait, de tout. Nos manteaux également. Bilodeau, c'est également un magasin où est-ce qu'on peut se procurer des produits de taxidermie, d'ostéologie, c'est chasse et pêche. C'est également des vêtements de prêt-à-porter, puisqu'on est le seul magasin de vêtements ici dans notre beau petit village qui est Normandin. Et là, on s'en va voir l'attraction qui est nouvelle, mais j'ai envie de dire l'attraction principale quand on parle de tourisme. Oui, exactement. C'est l'univers de Bilodeau Canada. Donc, c'est de vivre l'expérience Bilodeau Canada. On s'en va voir ça. On s'en va voir ça. Donc, avec notre exposition, on a voulu montrer les 4 saisons, on a voulu montrer les continents. Puis ici, bien, c'est vraiment la nuit. Donc, on entre ici vraiment dans la Boréalie. Donc, c'est ici que tous les animaux de la Boréalie sont. C'est des animaux qui proviennent de partout au Canada. Donc, c'est pas nécessairement seulement au Québec. On va voir des grizzlies, on va voir des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de l'Amérique du Nord. On a également des animaux qui sont mécanisés. Okay. Donc, qu'on peut voir, les têtes qui bougent et tout ça. C'est vraiment... C'est des pièces qui sont très longues à faire parce qu'il faut toutes sortes de mécanismes à l'intérieur. Les animaux exotiques, en fait, c'est beaucoup plus rare pour nous de pouvoir en avoir. Donc, nous, on fait affaire avec les sanctuaires de zoo. Donc, c'est des endroits où est-ce que les animaux qui étaient trop vieux, trop malades ou trop agressifs, qui ont dû être euthanasiés. Donc, au lieu après l'euthanasie, d'incinérer, par exemple, l'animal complet, mais nous, on va récupérer les peaux. Souvent, on va demander aussi si on peut récupérer les os pour faire de l'ostéologie, parce que c'est ce qu'on fait aussi. On invite les gens à venir visiter ça, visiter cette nouvelle exposition-là. C'est plus grand que nature, en fait. Même si les animaux sont de taille naturelle, c'est vraiment immense. Puis la variété, puis les détails, puis c'est tellement intéressant de venir s'informer sur nos espèces d'ici et d'ailleurs également. Et d'encourager un commerce local. Exactement, un commerce local de l'art aussi, parce que nos taxidermistes, les gens qui travaillent sur ces animaux-là et même sur les décors, mais c'est des gens de chez nous, c'est des gens qui sont des passionnés autant que nous. Donc, on invite les gens à venir nous visiter, à venir découvrir notre univers. Bien, merci vraiment de prendre le temps de venir nous rencontrer ici puis de venir nous présenter votre nouvelle exposition. Parlez-nous un peu de la nouvelle exposition. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir un volet musée dans votre... C'est parce qu'on avait beaucoup d'animaux naturalisés qui nous appartenaient à nous autres, à Bilodeau Canada. Puis aussi, on avait beaucoup d'animaux pour des clients. Puis bien souvent, les animaux pour les clients, c'est soit en Chine, soit beaucoup à l'étranger. Fait qu'avant d'avoir les permis pour être capable de les exporter, bien dans ce temps-là, ça prend du temps. Fait que là, on les prenait, on les mettait dans les caisses de bois, puis on les serrait dans les entrepôts. Fait que là, en faisant une exposition comme ça, on peut les montrer à monsieur tout le monde, on peut les montrer, puis
souvent, on a des bêtes qui sont assez spéciales. Tu sais, on a des ours polaires, on a des morses, on a eu des baleines, on a eu des narvals, on a eu des choses assez impressionnantes que les gens ne voient pas souvent. On a eu même un castor albinos un moment donné, puis ça, c'est très rare. J'en ai fait une fois dans ma vie. J'aimerais vous entendre justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, sur votre philosophie. Comment vous approchez la taxidermie? Comment vous approchez le produit que vous recevez et pour pouvoir en faire un produit final? C'est quoi votre philosophie par rapport à ça? Nous autres, c'est qu'on aime dans ça, c'est qu'on est capable de tout récupérer. Comme vous disais tout à l'heure, on parlait, avant l'entrevue, on parlait de chasse à l'ours. Fait que quand on fait tuer un ours par un de nos clients, bien, tout est récupéré de A à Z. Il n'y a rien qui est perdu. Souvent, le gars va ramasser sa peau, va faire naturaliser son trophée, va faire arranger sa viande, faire récupérer sa viande. Nous, on récupère toute la balance des os. Pour les chiens de traîneau, on récupère ça. On récupère les graisses pour être capable de faire soit du savon, des huiles qu'on fabrique avec ça. Puis c'est un peu de même. La philosophie de la compagnie, c'est ça sur tout l'ensemble. Quand on parle des bêtes naturalisées, mais vous savez, autant qu'on travaille la fourrure depuis longtemps, on fait les bottes de fourrure, on fait des centaines d'accessoires de fourrure, que c'est le plus gros département de Bilodeau Canada, c'est la confection. Mais tout là-dedans, c'est la même chose. On récupère tout. Quand on prend une peau de fourrure, tout sert à quelque chose. C'est un coup qui a été fabriqué. On a fait, mettons, une botte, on récupère les retails pour faire autre chose, des coussins, des couvertes. Tu sais, tout est récupéré. La laine est récupérée. On ne perd absolument rien. Ça, c'est la beauté de la chose avec le temps. On n'a pas fait ça en 3 jours, là, mais avec les années, avec l'expertise des gens qui sont à l'intérieur, bien, c'est ça qu'on a fait. On a réussi à bâtir une expertise qui est extraordinaire avec le temps. Quand ça fait 30 ans que tu travailles avec les mêmes personnes puis qui sont passionnés autant que moi, fait que dans ce temps-là, on voit vraiment qu'on est capable d'aller à des affaires. Tu sais, on parlait tout à l'heure du cinéma. Tu sais, on a monté des projets dans le cinéma là, que même nous autres, on en était épatés. Là. Tu sais, on a fait des choses que c'était vraiment le fun d'avoir le produit final. Ouais. Je pense notamment à La Nuit au musée. Moi, c'est le premier film auquel j'ai pensé, que j'ai su que vous avez fait une collaboration. Et vous parlez de l'expertise de vos employés. C'est vraiment ça, pour moi, Bilodeau, de l'impression que j'ai, c'est que c'est des gens d'ici qui ont une expertise d'ici avec des produits d'ici. Oui, c'est vraiment ça. Ça a monté tellement tranquillement, cette chose-là. Tu sais, comme je te dis, j'ai commencé tout seul. On était 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. On était entre 15 et 20 personnes longtemps. Puis là, un moment donné, on a pris un autre step parce qu'on a élargi nos horizons, là, dans le sens qu'on a élargi nos départements. Puis l'exportation a pris une grosse place aussi dans l'entreprise. Puis avec ça, bien, ça nous a amené toutes sortes d'affaires comme ça, comme le cinéma, qu'on est très connu dans ce domaine-là pour plusieurs. Comme là, présentement, on travaille sur 2 productions à l'heure qui est là. Tu sais, c'est souvent, à cette heure, c'est souvent 2 productions en même temps, des fois 3. Puis autant dans les commerciaux que les pièces de théâtre, dans toutes sortes de sphères, toutes sortes d'endroits où on n'allait pas, puis qu'aujourd'hui, on travaille là-dedans, puis que ça nous passionne encore plus parce que c'est toutes des choses qu'on n'a jamais touchées ou que c'est toujours du nouveau. Peux-tu me faire ça? Peux-tu me faire ça? Félicitations, M. Bilodeau, pour tout ce que vous avez apporté de nouveau, puis pour tout ce qui s'en vient dans les prochaines années. Vraiment, une grosse félicitations, puis on a hâte pour la suite. L'histoire de notre région est riche. Le lac Saint-Jean a été bâti par des hommes et des femmes qui ont su braver les obstacles de notre territoire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les modes de vie, la philosophie et les différentes méthodes de travail que les gens de l'époque utilisaient, eh bien, c'est au Vieux-Moulin de Saint-Jean-d'Arc que ça se passe. On est allé rencontrer Mme Sylvie Jacques, qui est guide ici au Vieux-Moulin depuis maintenant 7 ans, qui a une connaissance riche et des anecdotes vraiment intéressantes à nous raconter. Venez avec moi. Donc, bonjour, Mme Jacques. Bonjour, Vincent. Comment ça va? Ça va super bien. Ça fait beau. On a une très belle journée, effectivement. On est très content que vous puissiez nous accueillir aujourd'hui au Vieux-Moulin. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de l'histoire du Vieux-Moulin, parce qu'évidemment, c'est un site historique, donc il y a une histoire derrière le Vieux-Moulin. Effectivement. Donc, à l'origine, M. William Tremblay, lui, arrivait d'Héberville en 1902, puis en 1905, il s'est construit un petit moulin à farine. Donc, il fallait commencer à nourrir les gens. OK. Ensuite, en 1907, il se bâtit un petit moulin en bois. Et ça a suivi comme ça jusqu'en 1928. Puis ensuite, en 1928, c'est M. Lionel Godreau qui s'est porté acquéreur. Lui avait déjà été propriétaire d'un moulin Saint-Félicien avec un de ses frères. OK.
Donc, semblable à ça ici. Puis quand il a acheté celui-là ici, bien, c'est ça, il a agrandi le petit moulin que M. William Tremblay avait construit. On a fait des modifications, on a ajouté des machines. Puis ensuite, en 1938, bien, c'est les frères Arthur et Albert Lambert qui se sont portés acquéreurs en 1948. Et ensuite, M. Albert s'est porté acquéreur seul, son frère s'est désisté. Et ça a duré jusqu'en 1973 comme ça. Puis, comme on le voit, c'est une des premières choses qu'on remarque en arrivant, c'est les bâtisseurs qui sont, le nom des bâtisseurs qui sont sur la affichés pancarte. en avant. C'est important de garder le nom de ces gens-là pour que ça perdure à travers le temps. Oui. Puis c'est la première chose que les gens remarquent quand ils sont face au moulin. Ils nous posent toutes des questions sur les propriétaires. Bien, c'est important parce qu'à la base, c'est de eux que ce site-là est né. Ça vient de eux. Vraiment. Et ces gens-là, c'est des gens qui avaient des moulins. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez un peu du travail qui se faisait ici. Bien, ici, dans le moulin, là, on faisait la coupe de bois, bien sûr. On voit notre chariot glisseur sur la galerie. Ensuite, on a une ébouteuse pour faire notre bois de chauffage. Ça, c'était les deux principaux travaux. À l'intérieur, on avait une machine à faire les boîtes à bleuets aussi. Donc, qui dit Lac-Saint-Jean dit bleuet. Hein? D'ailleurs, en 1942, on a battu un record. Ils en ont construit 10 000 à partir d'ici, des boîtes à bleuets. Fait que c'est un travail assez 10 000 important. au vieux moulin à Saint-Jean-d'Arc. Oui, Wow. dans une année, c'est ça. Ensuite, on avait une machine à carder la laine aussi. Donc, tous les éleveurs de moutons de la région venaient faire carder le laine ici. OK. Fait qu'on était un des seuls à avoir l'avantage d'avoir ce moulin-là. Ensuite, on avait une machine à faire du bardeau. Donc, du bardeau de cèdre pour faire les toits. Et on avait aussi une moulange à grains. Donc, on faisait de la moulée, de la farine. Donc, on avait plusieurs les animaux, fonctions. évidemment. Effectivement. Donc, là, on se trouve à Saint-Jean-d'Arc ici. C'est un village qui est assez, j'ai envie de dire, éphémère, dans le sens où on arrive ici, on traverse, on voit quelques maisons, tout ça, on voit l'église, puis on arrive ici au Vieux-Moulin, qui est un site vraiment enchanteur. On fait wow. On fait wow. Moi, ça a été le premier mot que j'ai prononcé. C'est vraiment très beau. Puis, je n'ai qu'une chose à dire, j'ai envie d'aller visiter. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Bien, certainement. Parfait. Certainement. Donc, comme on vient tout juste d'en parler, vous m'avez parlé des boîtes à bleuets, qui étant une production importante ici. Donc, c'est ici que ça se faisait? C'est à partir de ce moulin-là, oui. Donc, on faisait les planches à partir des planches, des bûches qu'on avait coupées sur la galerie. Donc, la partie du devant, on la mettait dans le bois de chauffage, qui se trouvait être la croûte. Puis avec le reste, on fabriquait les planches. Et on fabriquait des ballots, comme tu vois en arrière, qui contenaient suffisamment de planches pour construire 5 boîtes comme celle-là en avant. J'ai envie que vous me présentiez quelques-unes des machines qui ont servi dans le Vieux-Moulin, parce que là, on se trouve au rez-de-chaussée, dans le premier étage, quand les gens viennent visiter. Oui. Et la première chose qu'ils voient, justement, c'est la machinerie. Donc, on va se diriger de ce côté-là, puis j'aimerais ça que vous me présentiez la machinerie. Parfait. Donc, ici, on a le planeur, un planeur moulurière, ce qui était déjà assez rare à l'époque, parce que soit on avait un planeur ou une moulurière à côté. OK. Nous, on avait déjà à l'époque un spécimen, parce qu'on avait les deux en même. Fait qu'on pouvait et faire des moulures et planer notre bois, faire des planches embouffetées comme ça ici. Multifonctionnel. Multifonctionnel, et lui, il date déjà de l'ancien moulin M. Tremblay, donc 1907 en montant. OK, donc au-dessus de 100 ans, cette machine. Au-dessus de 100 ans, oui. Puis encore une fois, c'est dans un état presque impeccable. Oui. C'est fou. Je me promène souvent avec des fois, là. Je joue un peu. Vous l'utilisez encore? Ah oui, je coupe du bois régulièrement. Fait que c'est la machinerie que les gens qui travaillaient au moulin utilisaient à l'époque. Oui. Puis je pense que les gens, faut qu'ils prennent le temps de réaliser l'aspect historique que ça peut avoir, puis le bagage au niveau du patrimoine que ça peut avoir, parce que c'est ces gens-là qui ont contribué à bâtir notre région, et dans des villages comme ça, comme Saint-Jean-d'Arc, évidemment. Oui, merci, de constater ça, parce que c'est vrai que ces hommes-là travaillaient, mais tellement fort. Les femmes aussi, là. Mais ici, si on parle du moulin, là, c'est incroyable. On se fait raconter des histoires à chaque visite, là. Complètement. Les dames étaient inquiètes quand les gens partaient, les hommes partaient le matin, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Donc, et ça travaillait du matin au soir. Il y avait des chiffres de nuit aussi. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était des métiers très demandants et très dangereux parfois. Oui. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle les bâtisseurs, parce que justement, c'est à bras d'hommes que tout ça a pu se construire avec le temps. Effectivement. Donc, Sylvie, là, évidemment, on vient de visiter le rez-de-chaussée, mais la visite du Vieux-Moulin, c'est beaucoup plus que ça. Oui, vraiment. Je vois qu'il y a le sous-sol, il y a l'étage en haut, il y a la forgerie. Évidemment, on veut que les gens aient le goût de venir. Donc, nous, on va aller visiter, mais on invite les gens à venir voir. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce qui reste de la visite à faire. Oui. Donc, en haut, nous avons la machine à carder la laine. OK. Ensuite, on a reproduit une cuisine d'époque des années 30. Et alentour, on a plein d'outils aussi là, pour les hommes. Ils viennent de tester leur force sur nos scies mécaniques. C'est incroyable. C'était très pesant, ces outils-là à l'époque. Et en bas, on a les turbines. Donc, on avait la chance d'avoir des belles turbines horizontales. Ce qui est assez rare parce qu'il y avait des moulins aussi qui marchaient avec les roues à aube. Donc, nous, on était chanceux. Ici, au Lac-Saint-Jean, on avait tous des moulins avec les roues à turbine. Donc, Mme Jacques, vous m'avez parlé au début que ça fait 7 ans que vous travaillez ici au Vieux-Moulin. J'ai envie de parler avec vous de l'importance de préserver les sites
comme ça, le patrimoine dans des villages. J'aimerais ça que vous en parliez parce que clairement, vous êtes quelqu'un de passionné par ça. Écoute, moi, le moulin, je l'adore. Puis je l'appelle mon moulin, là, carrément. Fait que moi, je fais affaire avec les 3 propriétaires à chaque jour. C'est notre moulin, je me l'ai approprié. Puis c'est important parce que c'est notre histoire. Tu sais, aujourd'hui, dans les cours d'école, on parle souvent de la bataille de Champlain, Oui. de peu importe de qui, mais nos bâtisseurs de villages, on en parle peu. Oui. Et c'est important. Tu sais, les moulins avant qui faisaient la farine, c'est ça qui nourrissait les gens. Oui. Les moulins à bois comme ça, c'est ce qui bâtissait les villages. Donc, ça a une importance parce qu'on serait même pas là, Vincent, à Tout à cause fait. d'eux. Puis c'est important. Puis en plus, il est beau, il est encore solide, donc il est là pour plusieurs années. Oui. Et c'est ça, il faut Oui. le garder. J'aimerais que vous me parliez ensuite de l'état actuel du musée. Ça ressemble à quoi au niveau des visites? Si les gens désirent venir visiter, à qui ils doivent s'adresser? Comment ça fonctionne? OK, il n'y a pas de réservation, pas nécessaire. Donc, les gens arrivent ici, on commence de 10h à 4h du mercredi au dimanche. Donc, c'est ça. Là, présentement, avec la pandémie, je me ramasse seule, malheureusement. Normalement, on était 3 guides, donc on faisait des visites guidées d'environ 1 heure, 1 heure et demie. OK. C'est 5 par personne et on visitait le moulin sur les 3 étages. On peut encore, avec 5 visiter le moulin sur les 3 étages. Malheureusement, je ne peux plus faire de visite guidée. Et on ne peut plus visiter non plus le petit musée à l'extérieur là, qu'on voit en arrière de nous, le petit moulin à vent. Vous allez où? Oui, le petit moulin. Dont vous allez nous parler un peu tout à l'heure. Oui. Mais donc, les gens peuvent venir visiter ici. Puis, évidemment, vous avez tout plein de connaissances concernant non seulement le vieux moulin, mais aussi historiquement. Donc, les gens peuvent profiter de ces connaissances-là que vous avez. Oui, effectivement. Ouais. Super. Et les jeunes, excuse-moi de t'interrompre, Non, allez-y. les jeunes sont de plus en plus intéressés. Moi, j'ai assisté à des crises où c'était les enfants qui voulaient venir faire la visite et les parents ne voulaient pas. Mais moi, je suis tellement fière de ça parce que oui, les jeunes, tu sais, l'autre jour, il y en avait un petit garçon, il dit « C'était comme ça dans votre vieux temps? » J'ai dit « Oui, mon homme. » C'était ça. Ils ont un intérêt. Ben et oui. de plus en plus, c'est ça, les familles viennent visiter. Complètement. C'est super. Oui, Super. Fait que vraiment, on invite les gens à venir vous visiter tellement. au Vieux Moulin à Sainte-Jeanne-d'Arc. En fait, c'est difficile de le manquer parce que c'est complètement sur la route. Sur la route, oui. C'est difficile de mettre des mots sur le moment qu'on a vécu avec Madame Sylvie Jacques. C'est une femme qui est très inspirante, qui a beaucoup de choses à raconter et qui sait vraiment partager l'amour qu'elle a pour son moulin, comme elle l'appelle si affectueusement. C'est ce qui complète cet épisode sur l'histoire et la culture de la MRC Maria Chapdelaine. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine.